Le pianiste sans visage. Chapitre 17. Le visage du pianiste. Le soir du concert, je m'étonnais de l'agitation qui s'était emparée de la maison. Oma allait et venait du studio à l'appartement. Florent protestait parce que Mouti voulait à toute force lui faire passer une chemise qui lui écorchait le cou. Elle-même avait acheté un ensemble vaporeux légèrement décolleté couleur pêche qui la transfigurait. Je ne pus m'empêcher de m'exclamer. Ah, Mouti, vie élégante. Mais où allez-vous donc ce soir tous les trois? Ma foi, tu sors bien, toi. Est-ce que nous te demandons des comptes? Das geht dich nicht an. Jalouse? Oui, décidément. Je l'étais bien un peu. Et de Mouti par-dessus le marché. Elle était belle. Elle paraissait très jeune. Je pris soudain conscience qu'elle avait à peine plus de 40 ans. Je la trouvais plus séduisante que moi. D'ailleurs, ce soir, je porterai un ensemble que Pierre connaissait déjà. Il me faudrait quelques mois pour combler le déficit de Toulouse et rembourser ce que je devais à Oma. On sonna. Mouti ouvrit à Pierre, qui, en costume et nœud papillon, se pencha pour un baisement cérémonieux. Mouti étouffa un rire. Je réprimais ma mauvaise humeur et souhaitais à Mouti et Florent une bonne soirée. Je m'éclipsais avec Pierre. J'ai l'impression que nous sommes tous déguisés ce soir, lui dis-je dans l'ascenseur. Lui aussi me parut guindé, comme s'il jouait un rôle. Oh, on est toujours déguisé, fit-il, le plus sérieusement du monde. Tout est une question de convention et d'époque. L'essentiel, c'est d'être dans le même ton que ceux avec qui tu te trouves, à un moment et dans un lieu particulier. Ce n'était pas tout à fait vrai. Dans le hall de la salle Pleyel, beaucoup de spectateurs portaient un pull, un polo, un jean, mais quelques-uns étaient en habits et plusieurs femmes en robe de soirée. L'ambiance était électrique, les conversations pleines d'énigmes. De petits groupes d'habitués s'étaient formés, parmi lesquels on se perdait en conjectures. Il ne jouera pas ses œuvres à lui, j'en mettrai ma main à couper. Comment cela? Ces fameux bis? Mais il n'a jamais prétendu en être l'auteur. Tout cela semble être une immense mystification. Dans 2 heures, nous serons fixés. Oh, regardez là-bas. Est-ce que ce n'est pas le célèbre Ricorini? C'était bien lui, entouré d'une foule d'admirateurs. Il souriait, serrait des mains, signait parfois un autographe. Pierre se rapprocha de moi, me prit le bras, il me sourit un peu crispé. Eh bien, Jeanne, ce n'est pas un récital comme les autres. Il me sembla tout à coup angoissé, nerveux, en alerte. Je crus reconnaître quelques personnes déjà aperçues lors des concerts précédents, notamment plusieurs journalistes avec leurs sacoches en bandoulière. Toute la presse est là. Mais oui, au fait, quel est le programme du récital? Je m'approchai d'une des affiches. Sous la photo désormais classique de Paul Niemann, la tête penchée, dont les cheveux longs et sombres retombaient presque sur les touches du clavier, il était seulement inscrit Grand concert de clôture, musique contemporaine, 7 sonates. Viens, allons nous asseoir. Hasard extraordinaire, nous étions au 2e rang à l'orchestre. Je m'assis exactement à la place que j'avais occupée 9 mois auparavant, lors du premier récital où Paul Niemann avait remplacé Ricorini. Je faillis en faire la remarque à Pierre lorsqu'il me demanda « Ça va, tu es bien installé ?» Au lieu de s'asseoir à mes côtés, il me confia le programme et repartit aussitôt en se frayant un passage dans les travées. Dans l'allée centrale, il se tourna, m'adressa un signe de la main comme pour me dire « Ne bouge pas, je reviens, j'en ai pour 1 minute ». Le programme ne m'apprit rien de plus que les affiches. Je le feuilletais distraitement, guettant le retour de Pierre. Depuis notre départ, il ne m'avait pas paru dans son assiette. Bientôt, la salle fut pleine, la sonnerie invitant les spectateurs à gagner leur siège retentit. Pierre ne revenait pas. Lorsque 2 minutes plus tard, les lumières et les conversations s'éteignirent, il n'était toujours pas là. Alors l'inquiétude me saisit. Pierre était sûrement malade. Pour rien au monde, il ne m'aurait laissé seul. Au début du récital, mon attention fut retenue par l'apparition sur le plateau du pianiste sans visage. Il avança pour saluer le public. Ainsi, je le retrouvais comme en octobre dernier, à 3 mètres de moi, mais avec, à son égard, une animosité qui ne s'était pas éteinte. Ce n'était pas pour lui que j'étais là ce soir, mais pour Pierre. Et Pierre n'était pas là. Il me sembla que le public était avare en applaudissements. On eût dit que les spectateurs, cette fois, ne s'en laisseraient pas compter. Ils attendaient que le virtuose fasse ses preuves. Paul Niemann partait avec un handicap que la salle, froide, lui communiquait par son attention critique. Il commença à jouer. 1000 suppositions tournaient dans ma tête. Malgré moi, elles firent peu à peu place à la musique qui possédait des résonances familières. Oui, c'était bien là la manière de mon père, du moins de ce que j'en connaissais avec ces 3 morceaux inachevés.
Mais non. C'était tout simplement des œuvres identiques à celles que Paul Niman interprétait en bis dans ses récitals précédents. Ce qui, à la réflexion, revenait au même. La magie de cette sonate inconnue ne tarda pas à faire effet. Le public, captivé, retenait son souffle. Il se dégageait de cette pièce un mouvement ascendant, une puissance, un dynamisme qui forçait l'admiration. Elle s'acheva dans une apothéose d'accords superposés, dissonants, qui formaient un bouquet superbe dont l'écho me fit frissonner. Le pianiste, enfin, releva la tête, et un tonnerre d'applaudissements retentit. Au cœur de cette ovation unanime, je me levai, posai mon chandail sur mon siège et le programme sur celui de Pierre. Pardon, excusez-moi. Mon évolution parmi les jambes et les dossiers fut accompagnée de protestations étouffées. Évidemment, c'était une provocation de quitter la salle dès la fin du premier morceau. Aux toilettes, personne. Pierre? Pierre? J'ouvris toutes les portes, rien. Je filai jusqu'au vestiaire où l'employé fut catégorique. Non, personne n'est sorti, mademoiselle. Où était-il? S'il s'agissait d'une farce, elle était de très mauvais goût. Nous nous étions sûrement croisés. J'allais le retrouver à sa place dans la salle. Une ouvreuse m'empêcha d'y retourner. S'il vous plaît, attendez la fin du second morceau. Puis faites vite. Lorsque 10 minutes plus tard, je regagnais mon fauteuil, Pierre n'était toujours pas revenu. Je m'assis le plus discrètement que je pus. À présent, plus question de bouger. Sur scène, Paul Niman saluait. Il avait emporté l'adhésion du public. Déjà, il se remettait à jouer. Ce nouveau morceau était tout différent, intimiste, presque murmuré. On eût dit une caresse, un vent timide et léger qui vous pénétrait jusqu'à l'âme. C'était une promenade en des lieux jamais explorés. La sonate s'acheva trop vite. Les applaudissements reprirent, teintés d'impatience. Le récital se poursuivit. À l'entracte, ma voisine, en se levant, ne cacha pas son enthousiasme. J'ai l'impression d'assister à un événement. Quelle chance d'être ici ce soir. Oui, c'est un grand moment, approuvait son ami. Et ce n'est pas fini. J'avais failli oublier l'absence prolongée de Pierre. Je me mêlais à la foule qui affluait vers le hall, le bar, les toilettes. Les commentaires allaient bon train. J'en glanais quelques-uns au passage. On comparait Paul Niman à Liszt, Chopin, Rachmaninoff. Rachmaninoff? Tu plaisantes. C'était un pianiste très moyen. Et il n'a pas apporté grand-chose à la musique, tandis que ce type est non seulement un virtuose, mais un compositeur qui marquera son siècle. On sent l'influence de Prokofiev. Non, plutôt celle de Boulez ou de Ligeti. Celle de Britten pour les mélodies. Il y a du Messiaen dans l'utilisation des quintes. Foutaise, ce type a subi beaucoup d'influences, mais il les a parfaitement digérées, intégrées. Il a une personnalité, un style. On en oublie sa façon de jouer. Oui, le héros de la soirée, ce n'était plus le pianiste, mais l'auteur des œuvres qu'il interprétait. S'agissait-il du même? Au-delà des portes vitrées, je tentais de distinguer les consommateurs du café, de l'autre côté de l'avenue. Non, c'était invraisemblable. Je me perdis dans la foule perplexe. Quant à Pierre, je ne le cherchais plus. Bien sûr, il y avait une explication à son absence, à ce mystère. La seule qui aurait pu lever toutes ces ambiguïtés était trop folle pour que je m'y arrête longtemps. Mais dès qu'elle m'eut effleuré l'esprit, il me fut impossible de la chasser. Elle revenait à la charge, obstinée comme un insecte. Allons, ma vieille, du calme, tu te montes la tête. Mais cette tête, comment la meubler autrement que par des questions? Et que faire lorsqu'une seule réponse semble résoudre toutes les équations? La sonnerie indiquant la fin de l'entracte me fit revenir aussitôt à ma place. Pour un peu, j'aurais redouté d'y trouver Pierre. Sa présence eût fait s'écrouler ce fol espoir que je commençais à cultiver. La salle, à nouveau comble, les lumières s'éteignirent. Paul Niman réapparut. On lui fit une ovation formidable alors qu'il n'avait même pas recommencé à jouer. 3 nouvelles œuvres constituaient la seconde partie du programme. Elles étaient, mais comment aurait-il pu en être autrement, plus spectaculaires et nouvelles que tout ce que nous avions déjà entendu. Elles multipliaient les audaces, les inventions rythmiques et créaient une alchimie sonore telle qu'on se demandait parfois si des instruments inconnus n'étaient pas venus se substituer au piano. Cependant, sur scène, seul se trouvait un instrument et un soliste. Ils faisaient corps, tels ces cavaliers qui ne font qu'un avec leur monture, communiquent par instinct et connaissent par cœur le chemin. C'était superbe, sublime. Lorsque le dernier morceau s'acheva, son écho s'éteignit
dans une étrange accalmie. Sur un disque, j'avais lu récemment. Après une œuvre de Mozart, le silence qui suit est encore du Mozart. Ici, le silence qui suivit me parut une respiration gigantesque. Le public prenait son élan pour clamer son délire. Car ce fut du délire, des applaudissements certes, mais complètement étouffés par les cris d'un auditoire déchaîné, debout, hurlant sans retenue, son étonnement et sa joie. Combien de temps dura cette acclamation générale? 5, 10, 15 minutes? Elle n'en finissait pas, redoublait, s'apaisait parfois, mais c'était pour mieux remonter à l'assaut, comme un flux. D'abord, le pianiste vint saluer. 2, 3, 4 fois. Puis il renonça à partir et se contenta de remercier le public en baissant de temps à autre la tête. Enfin, devant cette clameur qui n'en finissait pas, il resta debout, face à nous, embarrassé, abasourdi, encombré par ce déchaînement qu'il ne savait ni contrôler ni apaiser, et encore moins faire cesser. Alors il retourna au piano. Les applaudissements continuèrent, diminuèrent et se turent comme à regret. C'est dans un silence à peine revenu que Paul Niemann se remit à jouer. Au premier accord, mon cœur ne fit qu'un bond dans ma poitrine. C'était la sonate inachevée, Jeanne 39, que nous avions baptisée Castillon. En un éclair, je revis la scène vieille de 6 semaines. Cette sonate, Pierre me l'avait interprétée chez lui. J'avais sans doute attendu une conclusion semblable. Je l'avais espérée sans y croire, et voilà qu'elle avait lieu. Je n'étais pas au bout de mes surprises. Au moment où je compris que le morceau allait s'achever dans quelques secondes de façon abrupte, le pianiste continua de jouer sans s'interrompre. La suite m'était inconnue, et pourtant c'était la même pièce, le même élan, le même chemin. Le pianiste avait comblé le vide final, rempli et interprété les silences. Il avait bouclé l'œuvre. J'étais bouleversée, pétrifiée sur mon siège, convaincue que le mirage se dissiperait au moindre de mes mouvements. Tout le reste se déroula dans une sorte de brouillard qui noie aujourd'hui encore l'ensemble de ses souvenirs. Les applaudissements se calmèrent quand apparut sur scène un petit homme transpirant et ventru. Je le reconnus. Il s'agissait du directeur de la salle, celui qui, quelques mois auparavant, avait averti le public de l'indisposition d'Amado Ricorini. Il prit le pianiste par les épaules et l'entraîna presque de force sur l'avant-scène. Chez les spectateurs, l'enthousiasme le céda à la curiosité. Ils se turent. L'homme s'éclaircit la voix et déclara sur un ton officiel. « Mesdames, Messieurs, je tiens à souligner que c'est Paul Niemann lui-même qui a souhaité vous donner ce soir tous les éclaircissements qui vont suivre. Monsieur Paul Niemann, c'est à vous. » Le directeur de la salle s'écarta, passa derrière le piano, comme pour bien montrer qu'il s'effaçait. Pendant un bref instant, le pianiste se tint face au public, comme hésitant sur la conduite à adopter. C'est un spectateur ou un journaliste qui donna le signal en hurlant au fond de la salle. « La perruque !» Paul Niemann approuva. Il l'ôta d'un coup. Il montrait enfin son visage et livrait son identité. Dans le silence qui suivit, des dizaines de flashs crépitèrent. Pierre me regardait, et en moi, quelque chose d'énorme et d'inconnu débordait soudain, une émotion que je ne pouvais contrôler et qui jaillissait sans retenue. Il s'avança. « Je ne m'appelle pas Paul Niemann, dit-il. C'est un pseudonyme que j'ai utilisé ce premier soir d'octobre où l'on m'a demandé de remplacer mon maître. » Il avait la voix que je connaissais si bien, timide et mal assurée. Celle de l'élève de seconde qui avait fait dans notre classe un exposé sur Schubert. Quel contraste avec son assurance et sa virtuosité au piano. Si je suis là aujourd'hui, si je mérite une partie de vos applaudissements, je le dois à celui qui, depuis des années, est mon maître, Amado Ricorini. Pierre désigna quelqu'un au premier rang à ma droite. Amado Ricorini était assis à quelques mètres de moi et je ne m'en étais pas aperçu. Le public l'acclama à tout rompre. Le maître se leva, se retourna, sourit, salua les spectateurs qui frappaient dans leurs mains en cadence. Pierre lui fit signe de monter jusqu'à lui. Le directeur de la salle vint l'aider à gravir les quelques marches raides qui menaient jusqu'à la scène sur le côté du plateau. Ricorini avança vers son élève en l'applaudissant. Ses compliments, le public refusait de les tarir. Pierre haussa la voix pour affirmer presque contrarié « Vos compliments ce soir ne me sont pas destinés. Je les recueille, mais c'est pour les dédier aux compositeurs dont je viens d'interpréter quelques œuvres. En effet, je ne suis pas l'auteur des bis de mes concerts précédents, ni celui des 7 sonates que vous avez entendues ce soir. Le compositeur de ces œuvres,
Le silence s'était totalement rétabli. L'attention du public s'aiguisa davantage encore. S'appelle Oscar Le Flex. Ce fut le signal d'une nouvelle salve d'applaudissements. Elle s'acheva en un battement rythmé, comme celui qui réclame le retour d'un soliste. Le flex, cria quelqu'un au fond de la salle. Oui, le flex, répéta-t-on en écho. Bientôt, ne doutant pas que le compositeur fût dans la salle, le public scanda en cadence le flex, le flex. Pierre leva les bras dans un geste d'apaisement. Le calme enfin fut revenu. Il déclara malheureusement, Oscar Le Flex est mort depuis bien longtemps. Un murmure de déception monta dans les rangs. Mais je tiens à saluer ici la personne qui a retrouvé ses partitions et fait ainsi revivre sa mémoire. Sans elle, ce grand compositeur serait resté inconnu et ce concert n'aurait jamais eu lieu. Cette personne, c'est sa fille, Jeanne Le Flex. Pierre désigna quelqu'un face à lui, dans les premiers rangs. Une nouvelle ovation monta de toute la salle. Je mis longtemps à comprendre qu'elle m'était destinée, longtemps à traduire les gestes désespérés de Pierre qui me faisait signe d'approcher. Je me levai, plus morte que vive, avançai mécaniquement, docile, sans bien comprendre ce que je faisais. Je fus soudain noyé d'applaudissements et de lumière. Pierre m'accueillit sur la scène, il me serra contre lui, m'embrassa. Dans la salle, les bravos redoublèrent. J'étais presque honteuse de me trouver là. Pierre, oh Pierre! Je me réfugiai près de lui balbutiai à l'oreille. Pourquoi, mais pourquoi? Je me tournai vers le public, fermai les yeux, essayai d'esquisser un sourire. Et je pensais du plus fort que je pus à mon père. À présent, il existait. Ses applaudissements lui étaient destinés. Mieux, désormais, il ne disparaîtrait plus. Il revivrait sans cesse dans toutes les mémoires, grâce à ses œuvres ressuscitées. Au bout de longues minutes, les lumières de la scène s'éteignirent et le public commença à se disperser. Seuls restèrent une trentaine de personnes à qui le directeur de la salle s'adressa. « Mesdames et messieurs, les journalistes, si vous voulez bien nous suivre jusqu'au grand salon, vous pourrez vous rafraîchir et poser des questions au soliste et à la fille du compositeur, ou même à son épouse. Je sais qu'elle est ici. Madame Le Flex ? Oui, je suis là. Je me retournais. Bonsoir, Jeanne. Mouty me faisait face, un peu gauche, le regard chaviré. Elle semblait guetter un signal de ma part, comme si elle n'osait pas m'approcher. Je me jetai dans ses bras. Elle me serra contre elle. Elle pleurait davantage que moi. « C'est bien, balbutiait-elle. C'est bien. Oh, Jeanne, comme je suis contente. Tout ce que tu as fait, jamais je n'aurais pu. Mouty, ainsi, tu as assisté au concert ?» Oma s'avança à son tour, et Florent. « Pardi, dit ma grand-mère. Nous étions au courant, grâce à Pierre. Pas question de rater ça. » J'aperçus alors Madame Desraux dans son fauteuil roulant que poussait son mari. Je m'exclamai. « Mouty, voici les parents de Pierre. Il faut que je vous présente. »« Mais nous nous connaissons, Jeanne. Nous étions assis ensemble. Pierre avait tout prévu. » Mouty essuya les yeux et dit à Madame Desraux. « Pardonnez-moi, je suis si émue. » C'était tout à fait exceptionnel, répondit-elle en souriant. Un grand moment pour nous tous, n'est-ce pas ? Approuva son mari. Un journaliste s'approcha. Vous êtes les parents du pianiste et vous, la famille d'Oscar Le Flex, vous permettez ? La nouvelle s'ébruita aussitôt, et en moins de 30 secondes, notre petit groupe fut assailli. Soudain, je vis s'approcher de nous le grand agent artistique de Pierre. Il se précipita vers moi et me saisit aux épaules. « Mademoiselle, j'espère que vous me pardonnerez mon attitude à Toulouse. Je ne sais pas si vous vous souvenez. » « Oh, si ! Pierre m'avait donné des consignes. Vous devez beaucoup m'en vouloir. Ce soir, je n'en veux plus à personne. »« Jeanne ?» fit derrière moi la voix de Pierre. « Je crois que tu ne connais pas Amado Ricorini. » Le vieux musicien s'approcha, me serra vigoureusement la main. « Pierre m'a beaucoup parlé de vous. Votre père, mademoiselle, était un grand compositeur. Et votre élève, maître, est un grand pianiste. » Autour de nous, des magnétophones tournaient, des flashs crépitaient. Pierre m'avait un peu pris en traître. Cette grande soirée, il avait eu tout le temps de la préparer. Moi, je devais improviser. Il était tard quand la soirée prit fin. Jean Jolibois voulut à tout prix nous raccompagner. Dans sa voiture, j'étais un peu ivre. La musique, l'émotion, le champagne et la nuit. Le lendemain, le nom d'Oscar Le Flex apparaîtrait dans les journaux. Pour mon père, ce serait une seconde vie.